Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Oui, mais, et d'ailleurs, de toute manière, la séparation, ce qu'on appelle la non-représentativité du peuple par ses soi-disant représentants, c'est encore pire que ça. Déjà que le peuple soit représenté et donc séparé à ce niveau-là, enfin, il faut se mettre à la place des gens qui sont au pouvoir. Ils savent même plus ce que c'est qu'un peuple. Donc, quelque part, ils n'ont même plus justement cette empathie dont je parlais au début. Donc, il faut aller un petit peu au problème de fond et pas toujours naviguer à la surface. Ce dont je me suis aperçu, c'est que plus que donner des solutions, les partis politiques en produisent tous les jours des programmes et des solutions. Et moi, en étant beaucoup sur le terrain, je me suis dit, en fait, et puis à force de faire des actions, je me suis dit, mais on fait des actions et en fait, on est épuisé et on n'en récolte pas grand-chose. En fait, c'est dans la tête que ça ne va pas. On n'a pas ouvert notre imaginaire. C'est par le terrain que je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas beaucoup plus profondément. Donc j'ai repris j'ai fait un pas en arrière. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est dans notre esprit qu'on n'a pas ouvert suffisamment les choses. C'est pour ça que je vais à des profondeurs comme l'État et le marché, et qu'il faut ouvrir mettre notre imaginaire. Et là, j'ai quelque chose à vous proposer. Quel exemple? Voilà, je vais vous proposer de vous parler des Indiens d'Amérique. D'Amérique, de la forêt, Topinamba, Guarani, Guayaki, Jivaro, etc. Alors, j'ai eu un peu accès à leur forme d'État en voyageant en Océanie, en Afrique et puis en Amérique du Sud. Et puis la lecture de Pierre Clastres, que je conseille à tout le monde, m'a permis de... Anthropologue, absolument. Très intéressant, parce que renvoyé par Lévi-Strauss. Il m'a permis de structurer un peu ces éléments. Je vais vous en parler un petit peu. Il ne s'agit pas du tout de faire le bon sauvage, parce que vous allez voir qu'il y a aussi de la violence chez eux, mais ils ont réussi à se passer de l'État et du marché. Pourquoi je vous parle d'eux? Parce que ça va permettre d'ouvrir un peu, rien que notre imaginaire, nos rêves, de se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et ces Indiens de la forêt, c'est très intéressant parce que, contrairement aux Incas, qu'on prend souvent comme exemple, les Incas, à partir des mêmes connaissances, de la même technique, de la même démographie, ont créé un État et un marché. Avec un commerce, avec des esclaves, et avec un pouvoir central et hiérarchique et très très violent. Donc, pour dire que voilà, c'est vraiment un choix profond. Hein, c'est pas une question de la technique, elle est bonne, elle est pas bonne, c'est quel est ton rapport au monde. Alors par exemple, ces Indiens, au niveau de la production, c'était essentiellement de l'agriculture, de la pêche, de la chasse, ils ne faisaient pas de surplus. Il n'y avait pas de surplus, ou alors pas plus d'un an. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils n'étaient pas sur l'angoisse du manque. Ils n'étaient pas sur... ils n'ont pas créé de monnaie, du coup. Ils n'ont pas créé d'endettement. Ils n'ont pas créé de dépendance. Eh bien, figure-toi qu'ils étaient très développés. Ça, tu vois, on a cette vision que c'est à cause du développement. Mais au niveau technique, leur outillage était extrêmement développé, extrêmement affiné. Et c'est un a priori qu'on a, que la technique et le développement sont liés. C'est pour ça que je parlais des Incas tout à l'heure, qui avec la même technique, pour le coup, se sont développés sur le même mode que nous. C'est vraiment pareil. Eh bien, eux, avec la même technique, ils sont pas du tout allés dans l'idée de dominer la nature, d'exploiter la nature. C'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. C'est-à-dire, est-ce qu'on est ici pour dominer? Est-ce qu'on est ici pour exploiter, pour aller vers de la croissance et finalement de l'épuisement au travail, l'épuisement de la planète? Bien non. Et même la division du travail, donc tu avais les femmes pour le campement et les hommes pour la forêt. Cette division ne s'est pas faite selon le profit. Il n'y a pas un FMI, si tu veux, qui décide que toi tu feras du cacao, toi tu feras du café, toi tu feras du blé, et puis on gère comme ça tu n'as pas d'autonomie. Eux avaient cette autonomie, sans dévaloriser le travail des femmes ou des hommes. Il n'y avait pas toutes ces lois de quotas qu'on peut voir aujourd'hui, la parité qui va créer de la frustration de l'autre côté, et puis on tord dans l'un et dans l'autre, ça ne marche pas. Au niveau des mœurs, si on parle de ça, tu vois, ça nous interroge dans notre propre civilisation. Alors ils étaient plutôt monogames, mais la polygamie était autorisée, voire obligatoire, dès qu'il y avait des problèmes de démographie. Donc, trop d'hommes ou trop de femmes, donc polygame, tu pouvais avoir des maris secondaires ou plusieurs femmes. Alors, là où tu as raison aussi,
c'est que ces systèmes-là se faisaient au niveau territorial et démographique par petits, en petites tribus. Petits, c'est-à-dire quelques milliers au maximum. Donc en effet, dès qu'on dépasse un certain nombre, que je ne sais pas, ça ne marche plus. Mais ils avaient une sorte de réseau entre eux, où ils étaient en permanence en liaison, ils avaient des politiques d'alliance et de conflits. Et je voudrais parler des conflits. Parce que c'était aussi des sociétés de conflits. Ce n'étaient pas des sociétés bisounours, c'est des conflits violents. Mais le conflit n'avait pas ça n'était pas l'anéantissement de l'autre, ou la mise en esclavage pour l'exploitation, jusqu'à ce que mort s'en suive, comme on connaît. C'était pour acquérir du prestige. C'était pour acquérir du prestige, c'est-à-dire que plus tu gagnais, plus tu étais estimé. Ces moments-là étaient très intéressants, puisque les moments de conflit, de guerre, il y avait un conseil des anciens qui faisait en sorte que les pleins pouvoirs ne soient pas donnés pour un trop long moment, ce qu'on retrouve en Grèce antique. Parce qu'évidemment, les moments de guerre, ce sont les moments où il y a une concentration et où là, il faut qu'il y ait un chef et une forme d'efficacité. Et ils avaient très bien compris que ces moments de guerre, s'ils duraient trop longtemps, on arrivait vers l'absolutisme, vers l'État. Aujourd'hui, on est en guerre permanente, en état d'urgence permanente, en état d'exception permanente, parce que les gouvernements ont très bien compris que c'est en mettant cette tension-là, tu parlais d'apaisement, en empêchant tout apaisement possible, qu'on prend les pleins pouvoirs. C'est la dictature assurée. Il y a aussi dans ce conflit quelque chose qui est important pour nous, c'est que donc il y a ce moment-là, et puis après il disparaît, ce moment d'exception. Mais à aucun moment, ils ne vont donner la force coercitive légitime à un pouvoir séparé qui va devenir une caste, une secte, comme chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la mort, un rapport à la vie, qui fait que je défends ma vie, je peux donner la mort. Ce rapport-là fait qu'ils sont restés toujours forts et dans la possibilité de refuser l'État. Ça doit nous faire réfléchir, puisque l'État qui est censé avoir la violence coercitive, quand il se retourne contre le peuple, qu'est-ce que tu fais ? Et ils se sont posé cette question-là, ils se sont dit jamais on permettra ça, donc on garde notre violence, notre possibilité de conflit, et on évite que les marchands aient de l'emprise sur nos esprits, puisque au bout du compte, l'État c'est quelque part la force physique de la répression et de l'imposition, le marchand c'est la force, on va dire, psychique, à travers la dette, à travers l'échange, à travers la monnaie. Donc eux, ils avaient résolu ça. On peut l'imaginer, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire on peut imaginer une autonomie. Au bout du compte, là, il s'agit d'autonomie, il s'agit de non-productivité, ou une productivité qui est harmonieuse avec les besoins. Donc l'imaginer, on peut même, ça a existé, on peut même le créer. La question, ça va être quelles sont les forces intermédiaires dont je parlais au début qui vont nous en empêcher. Comment arriver jusque-là ? Le projet, l'existence du projet, la réalité du projet est tout à fait possible. Le problème, c'est que souvent on se dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis là pour ça, pour dire non. Avant même d'aller tout de suite dans la solution, etc., ouvrons déjà notre tête. Oui, c'est possible, oui, ça a existé. Ça peut exister en petit, ça peut exister en grand. Là, c'est un exemple que je donne, hein, mais il y en a eu dans l'histoire européenne. La Révolution française, c'est pour ça qu'elle a été intéressante. Le tiers-État qui s'est divisé en deux, la bourgeoisie et le peuple. Pourquoi on a retenu la Révolution française par rapport à la Révolution anglaise ou américaine ? Parce qu'il y avait le peuple. Que le peuple, il est arrivé avec d'autres choses qu'on a vues dans la Constitution de 93, qui est déjà une récupération de gauche. Hein. Mais en fait, ça a été le peuple indomptable. Ce dont je parle là, c'est cet indomptable. Si on se relie à cet indomptable, la créativité, elle vient. Une fois que la créativité, elle vient, les moyens, ils arrivent. Je ne veux pas donner...